Mercredi 17 mai 1995, la nuit vient de tomber sur Strasbourg. À l'affiche ce soir, dans ce petit cinéma, le film à succès du moment. Vers 21h30, le téléphone sonne à la caisse du cinéma. Roland Mogg, le projectionniste, vient décrocher. La conversation est brève. Sa compagne Carole est sur le point d'accoucher. Elle a des contractions et part pour la clinique. Roland doit l'y rejoindre. Il appelle le gynécologue et se fait remplacer au cinéma. Il passe ensuite à la maison récupérer le sac de maternité. Il en profite pour prévenir les parents de Carole qui habitent à 400 km de là. Il leur a dit que Carole partait pour la clinique, qu'elle avait des contractions toutes les 2 minutes. Et ils ont été très étonnés parce que ce n'était pas le procédé qu'ils devaient employer. Ils devaient les appeler quand Carole serait accouchée. Ils ont été étonnés, mais pas outre mesure. Roland emmène ensuite les 2 gros chiens de Carole chez des amis à 20 km de Strasbourg. C'était prévu comme ça. Avec tout ça, il est presque 23h quand Roland arrive chez eux. Mon mari lui a proposé une bière, Roland a refusé en lui disant non, faut que je me dépêche parce que le bébé va arriver. Et mon mari lui a répondu mais le premier en général t'as le temps. Mais Roland insiste pour passer un coup de fil à la clinique. Le téléphone était dans une autre pièce et lorsqu'il est revenu de cette pièce, son visage avait complètement changé. On avait l'impression qu'il avait vu un fantôme dans la pièce à côté. Il était livide, il était extrêmement pâle, comme choqué. Et il me dit « Carole n'est pas à la clinique ». Roland se précipite à la maternité. Le gardien le voit entrer, affolé. Alors il me dit « Elle est arrivée déjà maintenant ?» Je dis « Non, elle n'est encore pas là. » Je comprends pas. Pourtant, elle m'a téléphoné, là où je travaille. Elle m'a dit, elle se rend à la clinique. Alors, je comprends pas qu'elle n'est pas venue. Alors, je dis, j'en sais rien, moi, j'ai dit. Hein? Que voulez-vous que je vous réponde? Elle n'est pas venue. Le gardien laisse Roland monter en salle de naissance. Mais pas de trace de Carole, ni du bébé. Peut-être a-t-elle accouché en route, ou pire, a-t-elle eu un accident. Les sages-femmes appellent le SAMU. Les hôpitaux, la police. Rien. Alors Roland part à la recherche de Carole dans les rues de Strasbourg. Dans le quartier Finkveld, il remarque des policiers qui font un contrôle routier. Il leur demande s'ils ont vu Carole. On lui dit, bon, écoutez, c'est pas possible. Une femme enceinte à terme qui disparaît, ça paraît fou. Donc on lui conseille de retourner chez lui, voir si, pendant le temps où il était absent, elle n'a pas regagné le domicile, tout simplement. Une demi-heure plus tard, Roland Mogg retourne voir les policiers. Il a retrouvé la voiture de Carole, à 50 mètres de chez eux. Les motards commencent à trouver ça inquiétant. Ils suivent Roland Mogg jusqu'à la voiture. En arrivant sur place, le premier réflexe, c'est de voir si ce véhicule a tourné récemment. Donc on pose la main sur le capot, le moteur est froid. Et surtout, on constate qu'il y a cette poussière de ville. Ces fleurs de marronnier qui sont éparses sur la carrosserie. Donc il est évident que ce véhicule n'a pas bougé depuis plus d'une journée, ça c'est sûr. Les policiers proposent à Roland Mogg de passer à la maison. On
voit la petite pièce à gauche après l'entrée qui est là pour accueillir le futur nouveau-né. Un petit couffin dans un coin, voilà. Pas de traces laissant penser qu'il y ait pu y avoir lutte ou indifférent. Mais le sac à main de Carole, avec ses clés et son portefeuille, a disparu, alors que le carnet de maternité est encore là. On lui demande quand même, est-ce que par hasard vous ne seriez pas disputé avec votre compagne et qu'elle ait claqué la porte? Et là, plutôt que de nous répondre, une question qui pour nous était une question relativement neutre, il se dirige vers le téléphone, appelle des amis et leur répond aux amis en nous regardant. Il leur dit, tu te rends compte, la police est dans l'appartement, il me demande si moi et Carole, on s'est disputés. Non mais attends, tu sais très bien, moi et Carole, mais jamais un mot plus haut que l'autre. On s'est dit, bon, c'est peut-être sa manière à lui de réagir, voilà. Le lendemain, Roland appelle tous les amis de Carole. Il prévient aussi sa famille. Personne n'a de nouvelles. J'attendais à ce qu'elle m'annonce la naissance. Je me suis dit, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. On ne disparaît pas alors qu'on part à la maternité. Et je me suis dit, mais c'est une histoire de fou. 48 heures plus tard, Carole et son bébé sont toujours introuvables. La police diffuse un signalement national. Dominique Prin, vous êtes la sœur de Carole. Comment est-ce que vous apprenez sa disparition? C'est Roland Mogue qui m'appelle sur mon lieu de travail en Corse pour me signaler que Carole avait disparu. Il vous dit quoi exactement? Carole a disparu, je ne sais pas où elle est, elle devait se rendre à la clinique et personne ne l'a vue arriver. Et par rapport à sa maternité, au fait qu'elle était sur le point d'accoucher, ça vous paraît surréaliste qu'elle disparaisse à ce moment-là? Oh oui, c'est même impensable. C'est impensable. Quelle piste vous avez alors quand il vous annonce sa disparition? Je suis déjà très étonnée. Je lui demande s'ils se sont disputés, s'il a déjà contacté les amis de Carole, s'il a prévenu la police, s'il a vu qu'il y avait eu un accident de voiture, peut-être. Voilà, c'est toutes les questions que je lui ai posées. Et quelles sont ses réponses? Quelle explication il a, lui? Il dit simplement qu'elle se rendait à la clinique et qu'elle n'est jamais arrivée. Il s'est fâché avec elle, il vous le dit? Le jour même? Non, ils ne se sont pas disputés, il ne comprend pas. Vous pensez-vous que Carole vous aurait prévenu? Si elle avait dû claquer la porte du domicile conjugal et fuir Roland Mogue, elle vous l'aurait dit? Tout à fait, oui. Elle m'en aurait informé de toute façon. Je lui avais dit que si elle avait un problème un jour ou l'autre, elle pouvait compter sur moi, donc je pense qu'elle m'aurait prévenu. Le 22 mai 1995, 5 jours après le signalement de la disparition de Carole, le procureur de la République ouvre une information judiciaire pour enlèvement. Tout d'abord, cette mystérieuse disparition. Il y a 6 jours, une jeune femme originaire de Strasbourg. La disparition d'une femme enceinte de 9 mois. Personne ne l'a revue depuis qu'elle a appelé son compagnon sur son lieu de travail pour le prévenir qu'elle partait accoucher à la clinique. Sur place, l'enquête de Jacques... Tous les médias en parlent. La brigade des mœurs lance un appel à témoins. Mais personne n'a vu Carole. Les policiers sont vite convaincus qu'elle n'a pas pu disparaître volontairement. À 37 ans, Carole avait suivi plusieurs traitements contre la stérilité. Cet enfant, elle le désirait depuis des années. Quand on s'est connus, elle m'a dit, depuis l'âge de 18 ans, moi je veux être mère. Et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait, à retourner sur la table d'opération s'il le fallait. Et je pense que rien ne l'aurait arrêté. Elle réalisait vraiment tous ses rêves. Elle allait devenir maman. Elle n'aurait pas voulu mettre la vie de ce petit en danger. Pas du tout. La fugue, personne n'y a jamais cru. Personne. Et puis tous les proches de Carole sont formels. Elle ne serait jamais partie sans ses chiens.
Carole les emmenait partout. Les chiens dormaient dans notre chambre. Carole ne pouvait pas se séparer de ses chiens. Et quand elle s'absentait de temps en temps pour aller voir ses parents, soit elle les emmenait ou alors elle nous les laissait. Mais c'était de toute façon des absences de très courte durée. Carole n'aurait pas pu partir sans ses chiens. Jamais. Vérification faite, aucun taxi, aucune ambulance de Strasbourg n'a transporté Carole cette nuit-là. Et aucun département n'a enregistré de naissance sous son nom, ou même sous X. Le compte bancaire de Carole n'indique aucun retrait. Les policiers redoutent le pire. Par élimination, il a bien fallu qu'on envisage que Carole Prin ait été victime d'une agression, enlèvement ou homicide. La brigade fluviale inspecte la rivière à la recherche du corps. En vain. Les policiers placent aussi sur écoute le domicile de Roland pour intercepter un éventuel appel des ravisseurs. On peut s'étonner effectivement qu'on puisse enlever une femme enceinte. On avait envisagé que l'objectif n'était pas en fait Carole Prin mais son bébé. Et les trafics d'enfants existent. Cependant, aucune demande, aucun contact des ravisseurs n'avait été enregistré. Les ravisseurs auraient certainement attendu qu'ils naissent plutôt que d'enlever une femme qui n'avait pas encore accouché. Enlèvement, meurtre ou fugue, les policiers se penchent sur son emploi du temps dans les heures qui ont précédé sa disparition. La veille de sa disparition, le mardi 16 mai, Carole avait appelé son gynécologue dans la matinée. Elle ressentait des contractions toutes les 10 minutes. Le médecin lui avait conseillé de venir à la maternité. Mais elle n'y était pas allée. Vers 15h, la caissière du Star l'a croisée au cinéma. Ensuite, seul son compagnon Roland Mogg l'aurait vue. Selon lui, elle allait très bien, les contractions avaient cessé, l'accouchement n'était pas imminent. Et le reste de la soirée, ils l'ont passé chez lui, sans problème particulier. Le lendemain, jour de sa disparition, Carole s'est reposée à la maison, dit-il. Lui est parti chez un copain pour bricoler. Il a emmené les chiens et les a laissés tout l'après-midi dans la voiture. J'étais totalement surpris par ces deux gros chiens qui m'ont même un petit peu effrayé. Et lorsque je lui ai demandé d'où venaient ces chiens, il m'a dit qu'ils appartenaient à sa compagne et qu'il m'en parlerait plus tard, une fois les travaux finis. Il m'a paru relativement décontracté. En tout cas, je n'ai rien remarqué d'anormal ce jour-là. Puis Roland raconte qu'avec Carole, ils ont promené les chiens vers 17h et qu'à 19h, il l'a laissée pour aller travailler au cinéma. Il dit qu'il n'a plus eu de ses nouvelles jusqu'au coup de fil de 21h30. Lorsque Carole a appelé pour lui annoncer son départ pour la clinique. Mais les policiers ne trouvent personne pour confirmer cet emploi du temps. Roland nous dit, lors de la promenade avec les chiens, il rencontre une vieille personne avec laquelle ils échangent quelques mots, quelques banalités. Nous avons effectivement tenté de rechercher cette personne en faisant des appels à témoins, notamment de la presse, mais nous n'avons jamais eu de réponse. Roland est la dernière personne à avoir vu Carole. Autrement dit, de témoin, Roland Mogg est devenu suspect, car dans son récit des heures qui ont précédé la disparition de sa compagne, il y a plusieurs invraisemblances. Ce qui est étrange, c'est que le mardi 16 mai, quand Carole a eu ses premières contractions, elle a appelé son gynécologue. Et que le lendemain, quand les contractions ont repris, ce n'est pas son médecin qu'elle a appelé, mais Roland au cinéma. Et ça n'est pas tout. Les appels téléphoniques qui va passer ensuite sont, pour certains, quand même assez particuliers. Notamment celui aux parents de Carole.
Il ne les a jamais vus, il ne leur a jamais parlé jusqu'à présent. Et subitement, il va leur annoncer que leur fille va accoucher. C'est quand même quelque chose d'un peu spécial. On a plutôt tendance à constater que les gens informent la famille une fois que l'enfant est né. Et puis cet après-midi-là, si Carole était bien à la maison, pourquoi Roland Mogg a-t-il emmené les chiens pour les garder enfermés dans sa voiture ? Ce qui frappe les policiers, c'est que Roland Mogg ne les appelle jamais pour savoir s'ils ont des nouvelles de Carole ou du bébé. Au contraire, il semble sur la défensive, comme s'il était suspect et non victime. Il va se comporter durant la première visite dans son appartement comme quelqu'un qui va anticiper les accusations qu'on pourrait porter contre lui ou des soupçons qu'on pourrait avoir à son encontre. Il a spontanément proposé de démonter l'aspirateur pour qu'on puisse voir à l'intérieur du sachet. Il a spontanément proposé qu'on puisse appréhender des armes de décoration pour éventuellement faire des prélèvements. Ça, c'est une attitude qui est un peu particulière. Les policiers s'intéressent à la vie du couple. Carole et Roland travaillent tous les deux au Cinéma Star. Elle est caissière, lui, projectionniste. Ils se sont rencontrés dans un autre cinéma de Strasbourg, voilà 10 ans. Ils sont d'abord devenus amis. C'était un garçon avec qui elle s'entendait plutôt bien. Elle m'avait même dit à l'époque que c'était son confident. Au travail, il n'arrêtait pas de faire des blagues, des quiproquos, où il avait effectivement passé des coups de fil de sa cabine de projectionniste. Le temps passait beaucoup plus vite, me disait Carole. Heureusement que Roland est là, parce que le temps, on s'embête beaucoup moins. Et c'était franchement très agréable pour Carole d'avoir Roland comme collègue. Et 2 ans avant la disparition de Carole, ils avaient entamé une relation amoureuse. Roland raconte qu'ils s'aimaient profondément. Je pense que Carole était amoureuse de Roland parce que Roland était déjà le père de son enfant. D'ailleurs, il va nous remettre très rapidement et spontanément une cassette audio qu'avait enregistrée Carole Prin pour démontrer qu'effectivement, ils s'aimaient très fortement tous les deux et que l'enfant à naître allait être le couronnement de cet amour. Mais les policiers découvrent que cette histoire d'amour est beaucoup moins idyllique que Roland ne le prétend. L'arrivée de l'enfant n'était pas programmée. Carole se pensait stérile et le couple n'avait pas pris de précautions. Et puis pourquoi Roland a-t-il demandé à Carole de cacher leur aventure au cinéma et de ne pas dire aux collègues qu'il était le père de l'enfant ? Ils ne se sont jamais affichés devant leurs collègues. Peu de gens connaissaient la nature de leur relation. Certains la soupçonnaient, mais très très peu de gens étaient au courant. Très très peu de gens. Et puis Roland semblait moins investi que Carole dans le couple. Il n'avait rien fait pour trouver un appartement commun et Carole avait fini par s'installer chez lui 3 semaines seulement avant l'accouchement. Sa maman me disait que Carole lui téléphonait, puis oh là là, c'est quand même incroyable, elle était sur le point d'accoucher. Il ne l'a pas aidée du tout à déménager, elle a tout fait toute seule, toute seule. Ça veut dire quand même quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. En fait, Roland n'avait rien changé de ses habitudes de célibataire. Il continuait de mener une vie très indépendante. Et il n'était pas très présent auprès de sa compagne enceinte. Alors, j'ai revu Carole le 31 décembre 1994. Je lui ai dit ça se passe bien. Et bon, là, elle a accusé un petit flottement. Elle me dit je sais pas. Je sais même pas si je vais le voir aujourd'hui. Alors je lui dis si t'as rien à faire, moi je te propose, là, je vais passer le réveillon chez des amis, viens avec nous. Et là, elle s'est aussitôt reprise. Elle m'a dit mais non, je crois qu'il va venir ce soir chez moi et on va passer finalement le réveillon ensemble. Mais ce soir de Nouvel An, Roland était finalement rentré très tard. Comme à Noël, il avait passé la soirée avec ses parents et laissé Carole enceinte, seule, chez elle.
Dans un courrier à son ami Bruno, à quelques semaines de l'accouchement, Carole évoque une grande fatigue morale et un petit ami pas très présent. Et les mots qu'elle a employés, petit ami, pas très présent, connaissant Carole, qui était quand même une fille très très mesurée, ça voulait vraiment dire que le gars était pas là du tout, quoi. C'était genre, je le vois une fois par mois, quoi. Donc j'étais vraiment très désolé pour elle, très très désolé. Et ça n'est pas tout. Les écoutes téléphoniques révèlent que Roland Mogg entretenait une liaison parallèle avec une ex, elle aussi, employée au cinéma. Roland avait même passé une semaine de vacances avec elle, pendant la grossesse de Carole. Aucune des deux femmes n'était au courant de cette double vie. On apprend aussi dans les écoutes téléphoniques que le comportement de Roland Mogg avec elle est assez identique qu'avec Carole, c'est-à-dire qu'il est relativement indisponible, que c'est une femme qui réclame beaucoup plus d'attention et qui ne semble pas très se soucier des attentes et des demandes de son ami. Dominique Prin, je voudrais que vous nous parliez des relations entre votre sœur et Roland Mogg. On a quand même l'impression que c'était pas le grand amour entre eux. Je pense que Carole était très amoureuse de lui. Très amoureuse de lui, parce que elle n'avait qu'une envie, c'était fonder une famille et avoir des enfants. Elle n'y arrivait pas. Et Roland Mogg a été celui qui lui a fait un enfant. Donc elle me disait, c'est l'homme de ma vie. Elle lui trouvait des excuses pour tout ce que moi je trouvais inadmissible. C'est-à-dire ? Le fait qu'il soit jamais là, qu'il ne l'aide jamais en quoi que ce soit, qu'il ne s'investisse pas dans la relation, plus que ce qu'il faisait. Elle en souffrait d'une manière ou d'une autre, ou elle ne voulait pas voir ? Je pense qu'elle en souffrait, mais elle pensait que ça irait mieux lorsqu'ils auraient déménagé et lorsque le bébé serait né. Parlez-nous de votre sœur, de cette femme qui donc attendait l'amour et attendait l'enfant. C'est une jeune femme qui a souffert en amour ? Oui. Elle a souvent été incomprise, je pense. Elle a aimé plusieurs personnes auparavant. Ces personnes avaient déjà des enfants, ce qui la comblait de joie, puisqu'elle s'occupait beaucoup des enfants. Mais elle voulait un enfant à elle, ce qui est logique. Vous êtes allé à Strasbourg pour essayer de comprendre ? Oui. Vous avez vu Roland Mogg ? Oui. Comment il s'est comporté ? Je l'ai vu au cinéma. Il m'a donné rendez-vous dans son petit bureau qui était tout en haut du cinéma. Alors il était très nerveux, très mal à l'aise, sans arrêt vouloir quitter sa chaise, prétextant des contrôles à faire pour le cinéma. Et vous l'avez senti malheureux ? Pas du tout. Vous vous en étonnez devant lui ? Oui, j'ai dû lui dire, bien sûr, mais il me disait que c'était pas vrai, qu'il cherchait lui de son côté, qu'il n'avait pas confiance en la police, la façon dont elle procédait ne lui convenait pas, et qu'il menait de son côté une enquête parallèle avec un ami à lui, un ancien gendarme. Franchement, à ce moment-là, vous pensez qu'il peut être impliqué dans la disparition de votre sœur ? Oui. Je pense que dès le début, on l'a senti. Le comportement de Roland Mogg est décidément de plus en plus suspect. 1 mois après la disparition de Carole, il est placé en garde à vue. Il est entendu dans un bureau de la Brigade des Mœurs de Strasbourg. Pendant 12 heures, il répète la même version, donne le même emploi du temps. Il ne sait ni comment, ni pourquoi Carole a disparu. L'inspecteur comprend vite que le suspect ne crachera pas le morceau sans qu'on lui mette des preuves sous le nez. À ce moment-là, j'ai pensé qu'effectivement Roland Mogg avait dû certainement préparer cette affaire avec beaucoup de minutie et que j'avais certainement affaire à quelqu'un de très retors. J'ai préféré abréger cette garde à vue pour me ménager du temps pour plus tard, dans l'espoir de recueillir à ce moment-là d'autres éléments. Les policiers relâchent le projectionniste, mais gardent un œil sur lui et sur sa maîtresse. Roland Mogg sait qu'il est sur écoute et il en joue.
En garde à vue, il était resté très courtois, mais dans ses conversations téléphoniques, il se lâche. Il traite les policiers d'incompétents et se plaint auprès de ses amis d'être persécuté. Roland avait assez souvent l'impression que la police s'acharnait contre lui. J'ai eu cette impression aussi. Je pensais qu'effectivement, il y avait peut-être un certain harcèlement de la part de la police. Parce que pour moi, j'ai toujours cru innocent. Vu comme il se comportait, vu l'attitude qu'il avait, je vous dis, j'ai vu plusieurs fois pleurer. Il pleurait dans mes bras quand il parlait de cette fille. Roland Mogg multiplie les interviews dans la presse nationale. Il parle longuement par téléphone à un journaliste du Figaro pour reprocher ouvertement aux policiers de bâcler leur enquête. Il dit, en gros, les policiers se braquent un peu trop sur moi. Il y a plein d'autres pistes et il les délaisse parce qu'ils tiennent un suspect. Et je suis le témoin, mais le seul témoin, en fait. Mais donc, du coup, le principal suspect. Mais du coup, on se focalise sur moi alors qu'il y a d'autres pistes qu'on n'exploite pas. Moi, je l'ai cru parce qu'il me racontait qu'il ne pouvait pas tenir en place, qu'il avait besoin d'aller dans les magasins, dans les commerces pour voir si personne n'avait vu Carole. Il arpentait les rues avec des amis pour voir s'il ne la rencontrait pas. Enfin, donc, il me paraissait sincère. 5 mois plus tard, Roland Mogg participe à l'émission Perdu de vue. Ce sont les parents de Carole qui ont contacté les producteurs. Après leur témoignage, l'animateur lance une interview de Mogg. Elle a été enregistrée quelques jours plus tôt au cinéma. Le soir même, Carole m'appelle aux alentours de 21h30 sur mon lieu de travail. Et le temps de me faire remplacer, il avait été convenu qu'elle parte directement à l'hôpital. Ça avait été convenu de longue date d'ailleurs, par ses propres moyens. Il faut quand même dire que c'est une fille qui est extrêmement sportive et qui est très sûre d'elle-même. En fait, il dégageait aucune émotion. Il ne témoignait d'aucune émotion. Il en parlait tout à fait calmement, sans aucune inquiétude. Il n'avait pas du tout l'air inquiet de ce qui était en train de se passer, de la disparition de sa compagne et de son enfant, puisqu'elle était quand même enceinte de son futur fils. La gêne est palpable sur le plateau. Roland Mogg reste froid et factuel. Le présentateur, Jacques Pradel, tente à nouveau, en direct cette fois-ci, de le faire parler de Carole avec un peu d'émotion. Que représentait pour vous cette naissance dans votre vie d'homme, je veux dire, et cette rencontre avec Carole? C'était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Je ne veux pas parler au passé de Carole, parce que pour moi, c'est toujours quelqu'un de très présent et de présent. Quelqu'un qui comptait pour lui. Ce lapsus vient accentuer le malaise. La journaliste qui a passé la journée avec Roland Mogg pour ce direct revient à Paris très troublée. Quand je suis rentrée à la rédaction, donc les producteurs m'ont demandé de leur taper un petit topo sur la journée que j'avais passée avec lui, les questions que j'avais posées, les réponses qu'il avait apportées, ce qui s'était passé, etc. Et évidemment, ils m'ont demandé mon sentiment sur cette affaire, et je me souviens que la première chose que je leur ai dite, c'est je suis sûre qu'il l'a tué. J'étais sûre qu'il l'avait tué. Dominique Rizet, aussi bien les policiers que la famille de Carole Prin ont de lourds soupçons à l'égard de Roland Mogg. Mais quand même, il a un alibi. Le 17, il aurait reçu ce coup de téléphone à la caisse du cinéma, coup de fil de Carole lui annonçant qu'elle va accoucher, qu'elle part pour la clinique. C'est le fameux appel de 21h30, cet alibi que la police va devoir maintenant vérifier. Alors, première question, est-ce que c'est bien Carole Prin qui était au bout du fil? Roland Mogg dit oui. L'ouvreuse dit... Je n'en sais rien, c'est pas moi qui ai décroché le téléphone. Et la caissière va donner 3 versions différentes. Première version, elle dit « Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai décroché ». Deuxième version, sur PV, elle dit « Oui, c'est moi qui ai décroché et c'est bien Carole qui était au téléphone ». Troisième version, finalement, je suis plus très sûr, puisque Roland Mogg dit que ça n'est pas lui qui a décroché le téléphone, puisque ma collègue ouvreuse dit que ça n'est pas elle qui a décroché le téléphone, peut-être que dans mon inconscient, j'ai pensé que c'était moi, c'est peut-être pour ça que je vous ai dit ça, finalement je suis plus sûr de rien. Donc ça,
ce témoignage, il ne présente aucune fiabilité. Donc la police va fonctionner autrement. On va essayer par des moyens techniques de savoir si ce coup de fil a existé. Si un appel arrivé à 21h30 au cinéma Le Star est bien parti du domicile de Roland Mogg, puisque c'est ici qu'est censé se trouver Carole Prin. Comment est-ce qu'ils vont faire alors ? Alors ils vont demander à France Télécom combien d'unités ont été consommées depuis le domicile de Roland Mogg entre le 17 et le 18 mai, dans le laps de temps qui intéresse la police. Et là, on va découvrir que 5 unités ont été consommées. Et là, en faisant une enquête, les policiers vont retrouver les destinataires de ces appels téléphoniques. Problème, c'est qu'aucun des destinataires ne correspond au cinéma Le Star. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Carole Prin a téléphoné d'un autre endroit. Et ça paraît totalement invraisemblable. Il faut quand même imaginer cette femme qui est prise de contraction toutes les 2 minutes. Et donc, elle sortirait de son domicile pour aller dans une cabine téléphonique ou ailleurs téléphoner. Ça paraît invraisemblable. Deuxième chose, ça signifie aussi que ça n'est peut-être pas Carole Prin qui était au bout du fil ce soir-là. En tout cas, cet alibi, il intrigue la police beaucoup plus qu'il ne dédouane Roland Mogg. L'alibi de Roland Mogg n'est donc pas vérifiable. Mais les policiers ne le lâchent pas. Plus ils enquêtent sur lui, plus ils sont convaincus que son histoire est louche. Roland Mogg a passé son enfance dans la région de Strasbourg. Son père était dans le bâtiment et sa mère au foyer. Roland a une sœur aînée et surtout un frère jumeau dont il est très proche, Danny. La particularité de l'enfance de Roland, c'est dès le début cette gémellité avec son frère Danny, où, comme beaucoup de jumeaux parfaits, ils se suffisaient à eux deux. Ils ont très rapidement été indissociables, toujours fourrés ensemble, à tel point que la maman elle-même avait demandé à une époque qu'ils ne soient pas placés dans la même classe. Roland aura une scolarité beaucoup plus courte que son frère. Il obtient un brevet d'électronicien, puis un CAP de projectionniste. Il est passionné par le cinéma et adore Hitchcock. Il est aussi très sportif. Il aime marcher en montagne et pratique le tir dans un stand de la banlieue de Strasbourg. Roland Mogg a beaucoup d'amis et ils le décrivent comme un garçon sympathique et serviable. Roland est une personne excessivement gentille. Lorsque je me suis retrouvée seule après le décès de mon mari, lorsqu'il y avait une ampoule à changer, quand il y avait de menus travaux à faire, Roland se proposait de me les faire. Très gentiment, très naturellement. C'est quelqu'un qui aimait bien être entouré, que ce soit de personnes féminines ou masculines. C'est vrai que c'était une personne sur qui vous pouviez compter. Vous pouviez lui demander n'importe quoi, vous pouviez lui demander n'importe quel service. Il était prêt à rendre service à tout le monde. Au travail, Roland Mogg est un technicien et un bricoleur hors pair. C'est lui qui connaît le mieux les machines et les sous-sols du cinéma. C'est l'homme indispensable du Star. Roland Mogg est projectionniste au Cinéma Star, mais c'est aussi lui qui a construit les salles de projection avec le directeur. Il connaît tous les recoins, il a les clés de toutes les pièces. Il est chez lui là-bas. Mais depuis qu'une promotion lui est passée sous le nez, il a reçu 3 avertissements de son employeur. Certains événements ont intrigué la direction, notamment certaines pannes techniques assez inexplicables. Il y a eu des disparitions d'argent et la direction, après une enquête interne, on va dire ça comme ça, a acquis la conviction que ces événements-là étaient totalement volontaires et que c'était Mogg qui en était à l'origine. Roland Mogg est quelqu'un qui cloisonne tout. Ses amis connaissent très peu de choses sur sa vie. Comme au cinéma, beaucoup ignorent que Roland a une compagne et qu'ils attendent un enfant. Il avait des cercles d'amis et il ne mélangeait jamais. C'est vrai que de ses amis, j'en ai pas connu beaucoup. Il y a un exemple très, très frappant, d'ailleurs.
par rapport à des amis proches, dont un couple dont la femme devait accoucher pratiquement en même temps que Carole. Et non seulement elle devait accoucher en même temps que Carole, mais elle avait affaire au même médecin, elle devait coucher dans la même clinique. Et cette femme ignorait l'existence de Carole, ignorait également que Carole avait avoir un enfant et que Roland en était le père. Il ne leur avait jamais dit. Et les cachotteries de Roland vont même très loin. Roland n'avait jamais dit à ses parents qu'il avait déjà 2 enfants d'une précédente union. 2 filles, de 9 et 5 ans. Les parents de Roland Mogg ont été très 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 surpris d'apprendre que Roland avait 2 filles. Mais ils n'ont pas pu expliquer ou m'expliquer à moi l'attitude de Roland. Ils ne la comprenaient pas. Ils étaient grands-parents depuis des années. Ils ne le savaient pas. Monsieur le procureur, après 12 heures de garde à vue en juin 1995, Roland Mogg n'avait rien avoué. Il est réentendu 6 mois plus tard par le juge d'instruction. Il reste sur la même version 6 mois plus tard ? Il est resté absolument fidèle à ce qu'il avait dit auparavant, comme s'il avait lu sa déposition et qu'il l'avait apprise par cœur. Mais vous, à ce moment-là, quelles sont vos hypothèses concernant l'enquête ? Je n'ai pas cru un seul instant à un enlèvement ou à une hypothèse dans laquelle elle aurait pu se supprimer. Ou se supprimer. Nous suspections qu'on lui avait pris la vie à ce moment-là. C'est un crime exceptionnel. Je n'ai pas eu connaissance, et mes collègues que j'ai interrogés non plus, du crime d'une personne qui était assassinée au moment où elle allait accoucher. Donc nous étions aux antipodes de ce que notre culture, notre connaissance de l'homme nous apportait jusque-là. Quelque chose d'effroyable. Et une hypothèse Mogg ou pas ? Il était suspect numéro 1 dans votre esprit ou pas ? Il était l'un des premiers suspects. À partir de ce moment-là, pour vous, elle est morte ? Pour nous, elle est morte. Assassinée. Il reste à le prouver. C'est l'hypothèse importante sur laquelle nous allons nous reposer tous. Donc assez logiquement, cette information qui avait été ouverte pour enlèvement devient une information pour homicide. Absolument, puisque nous avons des suspicions qui sont donc corroborées par différents éléments que les enquêteurs arriveront à rapporter et qui nous permettront d'avoir des indications plus sérieuses et des charges à l'encontre de l'intéressé. La juge d'instruction confie l'enquête aux gendarmes. Depuis hier, une vingtaine de gendarmes fouillent très discrètement les sous-sols du bâtiment où se trouve le cinéma. Les gendarmes reprennent l'enquête à 0 et commencent par une grande perquisition au Star, puisque c'est là que plusieurs témoins ont vu Carole pour la dernière fois. La perquisition a été faite au cinéma Star dans le but de retrouver le passage de Carole, tout élément qui pourrait laisser penser qu'elle a été tuée dans le sous-sol. On a fait toute la cave et on l'a fait entièrement, pièce par pièce. On a démonté les meubles, on a fouillé sous les escaliers, on a tout fait pour retrouver le corps. Les gendarmes fouillent sans relâche pendant 2 jours. Ils ne trouvent ni corps, ni traces de sang dans cette cave, mais des impacts de balles qui correspondent à un 357 Magnum. Or, Roland Mogg pratique le tir. Mais il assure qu'il n'a jamais tiré dans la cave. Les gendarmes ne trouvent d'ailleurs aucune arme à feu chez lui. Ils n'ont toujours pas de preuves. Quand on voyait le dossier, quand on voyait toutes les choses qu'il a pu raconter, dans lesquelles il s'emberlificotait, ça collait pas. On sentait qu'il mentait. Et s'il mentait, il y avait une raison. Les gendarmes placent à nouveau Mogg sur écoute, chez lui et dans sa cabine de projection. Des écoutes qui n'apportent rien de concret, mais qui révèlent un peu plus son caractère. Lorsqu'il reçoit un coup de téléphone ou qu'il émet un coup de téléphone,
il a toujours le dernier mot. Et lorsque l'interlocuteur raccroche avant que Roland Mogg l'autorise à raccrocher, il continue à parler. Il ne veut pas, aux yeux des autres, perdre la face. Il continue à parler pour dire c'est moi qui va terminer l'appel téléphonique et non pas mon interlocuteur. Ça montre quelque part qu'il est dominant, il veut avoir le dernier mot. Ses écoutes trahissent surtout son côté manipulateur. Et ses amis, persuadés de son innocence, l'aident à déjouer l'enquête. D'autant plus que l'un d'entre eux est un ancien gendarme à la retraite. Dès l'instant où l'enquête a été confiée à la gendarmerie, son attitude a un peu changé. Il me posait certaines questions, savoir comment il travaillait, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Je pense que quelque part, il a profité quand même de mon ancienne profession pour essayer de tirer des éléments, des renseignements, des choses. Dès l'issue des auditions, les différents témoins amis de Roland Mogg lui rendaient compte des questions qu'on posait et lui demandaient même à Roland Mogg si d'aventure ils étaient réentendus, s'ils devaient changer leur déclaration. Très habile, le projectionniste parvient même à faire douter ses amis de leurs propres souvenirs, toujours à son avantage. Exemple, le coup de fil au Cinéma Star le soir de la disparition de Carole. Mogg a réussi à persuader la caissière qu'elle avait pris elle-même l'appel, alors que c'est lui qui a décroché. Roland Mogg manœuvre, trompe son monde. Les gendarmes en sont persuadés. Mais ils n'ont toujours pas de corps et toujours pas d'armes. Et Mogg sape leurs interrogatoires. Alors ils décident de jouer leur va-tout. Décembre 98, nouvelle garde à vue, 3 ans et demi après celle des policiers. Les hommes en face de lui ont changé, mais Mogg reste le même. Il maintient sa version, malgré ses incohérences. Les questions qui lui étaient posées étaient précises et à chaque fois, il donnait des réponses évasives. Il ne répondait jamais franchement. Tout au long de la garde à vue, il a été courtois, il faut quand même le dire, mais jamais intéressé sur le sort de Carole ni de l'enfant qu'elle portait. Il n'a jamais émis aucun regret, aucun sentiment vis-à-vis de la disparition de sa compagne et de son futur fils. Les gendarmes tentent une dernière ruse. Ils avancent l'hypothèse qu'il l'aurait tué accidentellement. À un moment donné, on a pensé, mon collègue et moi, qu'il avait accepté cette thèse. Mais il s'est tout de suite ressaisi en disant « Non, je ne peux pas vous emmener au corps. Non, je ne peux pas vous emmener au corps. » Et à chaque fois, il présentait cette phrase comme un argument de clôture à la question qu'on lui avait posée. Qu'importe, la juge d'instruction estime avoir suffisamment d'éléments. Elle met Roland Mogg en examen pour homicide volontaire et le place en détention provisoire. Monsieur le procureur, qu'est-ce qui permet 3 ans plus tard, donc en décembre 98, sans éléments nouveaux, finalement, de mettre Roland Mogg en examen et de l'écrouer? Les contradictions individuelles qui sont intervenues entre les différents témoignages, les contradictions entre ces témoignages et la déposition de Roland Mogg, ensuite, la bonne ambiance qui régnait, selon lui, dans le couple était loin d'être acquise à raison du fait qu'il se désintéressait de sa compagne et que l'accouchement, pour lui, était plus une charge qu'un événement heureux. Enfin, il y avait quand même un élément déterminant pour un magistrat. Lorsqu'on prétend être l'époux d'une personne qui a disparu, on porte plainte. Et 3 ans après, il n'a toujours pas porté plainte. Et 3 ans après, il n'a toujours pas porté plainte. Il n'a d'ailleurs jamais porté plainte. Roland Mogg est donc mis en examen pour meurtre, mais il n'y a pas de corps. Nous n'avons pas de corps, mais nous avons des éléments à l'encontre de son compagnon qui nous permettent de dire qu'il ne nous dit pas la vérité. Comment il réagit, lui, mis en examen pour meurtre? Eh bien, il reste toujours aussi glacial et froid, toujours aussi déterminé à
nier être pour quoi que ce soit dans cette disparition. Il poursuit le schéma qu'il s'est fixé dès le départ et il n'en démord pas. Roland Mogg est en prison, accusé du meurtre de Carole, mais il n'a toujours pas craqué. Et la juge manque de preuves. Plus pour longtemps, car on est sur le point de lui livrer la preuve suprême. Quelques mois avant son incarcération, Mogg avait entreposé des affaires dans le garage d'un ami. Mais cet ami voudrait s'en débarrasser. Comme Mogg est en prison, il envoie son frère jumeau. Dans la matinée du samedi 20 mars 1999, Danny et son ami André se rendent donc dans le garage en question. Roland avait dit jeter tout. Il y avait un lit, il y avait peu de layettes, je crois, il y avait quelques jouets, il y avait une malle. Roland m'avait dit que cette malle contenait des livres, un appareil photo, puis différents objets qui lui appartenaient et qu'ils avaient achetés en commun, lui et Carole. Les deux hommes embarquent les cartons de jouets et la malle. Direction la déchetterie de Bofsheim. Mais à l'heure du déjeuner, c'est fermé. Il faut attendre. André demande à Danny de se garer un peu plus loin. La malle à l'arrière l'intrigue. Prenez une malle qui est légère, automatiquement ce ne sont pas des livres qui sont à l'intérieur, ou alors il y en a très peu. Et mettre très peu de livres et la fermer avec un cadenas, c'est bizarre. André fait sauter le cadenas. À l'intérieur, des sacs en plastique sous une couverture. Et j'ai déchiré le sac, et à ce moment, il y a une puanteur qui est sortie de ce sac. Et j'ai mis la main dedans, j'ai trouvé un os. Alors j'ai dit à son frère, à Danny, écoute, il y a un os de lapin là-dedans. Mais vu la grosseur du sac, ça ne peut pas être un lapin. J'ai fait 3 pas en arrière et je suis revenu vers le sac et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des cheveux. Les deux hommes viennent de tomber sur les restes du corps de Carole et de son bébé. 4 ans après. J'étais complètement paniqué, je dirais, affolé. On était un moment à se regarder, à dire c'est pas possible. Pourquoi ? Pris de panique, Danny et André jettent les 2 sacs et se débarrassent de la malle vide à la déchetterie. Ils vont ensuite noyer leur frayeur dans l'alcool. On a gardé secret pour nous pendant quelques jours. Et puis, rentré le soir en Haute-Savoie, je lui ai téléphoné. Puis je lui ai dit, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et je lui ai dit, t'es son frère, c'est plus à toi d'aller voir la juge que de moi d'y aller. Après 5 jours tourmentés, Danny, le frère jumeau, se décide à prévenir la juge d'instruction. Il a pris là une des décisions les plus difficiles qu'un individu puisse prendre dans sa vie, c'est dénoncer celui qu'on aime. Monsieur le procureur, le 24 mars 1999, le frère jumeau de Roland, qui s'appelle Daniel Mogg, a des révélations à faire. Il vous dit quoi ? Il est d'abord dans un état de nervosité extrême. Oui, la nervosité d'un homme qui va trahir en quelque sorte son frère jumeau quand même. Oui. Il a, selon toute vraisemblance, peu dormi depuis le jour où il a appris cette découverte. Il est au fond du gouffre. Alors qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il pleure. Il a un débit saccadé. Et il me dit, je sais où se trouve Carole Prin. Et donc quand le juge... Lorsqu'il vient nous raconter cette histoire, je l'amène immédiatement chez Madame Thoman, juge d'instruction. Et ensemble, nous décidons de nous y rendre, bien entendu, avec un médecin légiste,
pour faire les constatations médico-légales indispensables. Et les sacs sont toujours à la décharge? Absolument. Le frère de Roland Mogg, Daniel, a mis 5 jours à vous appeler pour vous révéler qu'il avait découvert le corps. Vous avez choisi de ne pas le poursuivre. Vous avez hésité? Je n'ai pas hésité. Un seul instant. Dans la mesure où j'ai pu comprendre les sentiments qui animaient cet homme, libérant sa conscience dans les jours qui ont suivi, sans plus toucher à quoi que ce soit de ce qui s'était produit au moment où ils ont découvert le corps. Bien, j'estime qu'il était absolument de bonne foi. Dominique Prin, après 4 ans d'attente sans doute pénible, vous apprenez qu'on a découvert le corps de votre sœur. Vous vous souvenez du moment où vous l'apprenez? Ce sont mes parents qui me préviennent. C'est une surprise? Vous vous attendiez à ce qu'un jour on vous appelle pour vous dire ça? Je l'espérais. Je l'espérais. Pas d'apprendre qu'elle est morte, bien sûr, mais d'apprendre quelque chose, que l'affaire se poursuive et qu'on puisse enfin savoir la vérité. Vous n'aviez plus d'illusions 4 ans après sur le fait qu'elle avait été assassinée? Ah oui. Dominique Rizet, que révèle l'autopsie du corps? Elle confirme que le corps retrouvé est bien celui de Carole Prin. On le sait formellement grâce à l'expertise odontologique, les dents. On sait aussi comment elle est morte. Elle présente une brèche osseuse très importante au niveau de l'occiput droit. C'est caractéristique d'une blessure par arme à feu, donc provoquée par une balle de gros calibre, parce que la blessure est importante. La balle est ressortie à l'avant en suivant une trajectoire quasi horizontale. On demande également au légiste de pratiquer l'autopsie du squelette d'un fœtus qui mesure 47,9 cm. La comparaison des profils génétiques établit de façon formelle que la mère est Carole Prin et que le père est Roland Mogg. Ce qu'on ne sait pas, c'est si la maman avait accouché ou non au moment de sa mort. Mais alors Dominique, est-ce que la juge d'instruction ne peut pas poursuivre Roland Mogg pour la mort de cet enfant à naître? Eh bien non, Christophe. Non, parce que la loi française ne reconnaît pas l'entité juridique d'un fœtus avant sa naissance. Il n'est pas encore considéré par la loi comme un sujet. J'ai envie de dire plus fort encore, il existe une jurisprudence en France qui précise qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir tué le fœtus d'une femme enceinte accidentellement ou intentionnellement. Ça paraît complètement barbare, mais il y a une raison, cette jurisprudence a une raison, comme toujours. C'est pour protéger juridiquement tous les médecins qui, chaque jour en France, procèdent à des interruptions volontaires de grossesse. Des avortements. Des avortements. En revanche, la juge d'instruction dispose dans son arsenal juridique d'un texte qu'elle va appliquer, qui permet d'apporter des circonstances aggravantes quand même à ce qu'il a fait. C'est la qualification d'homicide volontaire sur une personne vulnérable en raison de son état de grossesse. C'est un meurtre aggravé dont l'auteur est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Dans les heures qui suivent l'audition de son frère, Roland Mogg apprend par son avocat qu'il est démasqué. Il m'a dit s'ils ont découvert le corps, alors ils sauront tout. Il a véritablement perdu pied. Il était, je ne peux pas dire plus, décomposé. Le lendemain, le jour de ses 39 ans, Roland Mogg se retrouve face à la juge d'instruction. Cette fois-ci, il ne peut plus nier. Alors oui, il a bien tué Carole, mais c'était un accident. Le mardi 16 mai après-midi, Carole est passée au cinéma. Elle ne ressentait plus de contraction et ils sont descendus tous les deux à la cave prendre les mesures d'une armoire pour la chambre du bébé. Sur une étagère, il y avait une arme. On nous dit tout simplement qu'il avait toujours une arme dans la cave
avec des munitions, dans la mesure où il s'exerçait au tir aussi dans cette cave. Ce revolver, explique Mogg, avait le chien relevé. Il l'a pris dans sa main pour soulever l'étagère. C'est ainsi qu'accidentellement, le coup serait parti et aurait touché Carole à l'arrière du crâne. Carole gît dans une mare de sang. J'ai vu qu'elle était morte et j'ai paniqué. Mogg laisse le corps dans la cave et monte travailler dans sa cabine de projectionniste le reste de l'après-midi. Vers 19h30, Mogg vient prendre les clés de Carole et va garer sa voiture tout près de chez eux. Après la dernière séance, vers minuit, Mogg redescend à la cave. Il déshabille Carole et glisse son corps dans de gros sacs poubelles. Il saucissonne le paquet avec du scotch, un sarcophage qu'il dessine à la juge. Il place ensuite 2 planches dans les escaliers pour remonter le corps. Arrivé au rez-de-chaussée, il cache le corps de Carole derrière des poubelles, dans un trou laissé par des travaux. Ensuite, il redescend à la cave pour nettoyer le sang. Avant de quitter le cinéma, il jette les vêtements de Carole et se débarrasse de son sac à main. Dans les jours qui suivent, Mogg peaufine encore son camouflage. Il entoure le cadavre de mousse expansée pour prévenir les odeurs de putréfaction. Et il bouche ensuite le trou avec des planches. Le cadavre, dit-il, est resté là derrière une salle de cinéma pendant plus de 2 ans. De nombreux spectateurs, lorsqu'ils ont quitté la salle après projection, sont passés tout près du corps de Carole. 2 années passent, jusqu'à ce que Mogg, en 97, apprenne qu'une perquisition doit avoir lieu au Cinéma Star. Il décide alors de déplacer le cadavre. Ce soir-là, Mogg retourne au cinéma en pleine nuit. Il débouche le trou derrière les poubelles et retire la mousse. Il prend les restes de Carole et du bébé et les répartit dans des sacs poubelles qu'il enferme dans une malle avec une boule désodorisante. La malle est ensuite stockée chez des amis qui la croyaient remplie de livres. Au terme de ses aveux, la juge comprend que le soir de la disparition, Carole était en fait déjà morte depuis la veille. Mogg a joué la comédie pour se monter un alibi. Mais une énigme demeure. Qui a passé le coup de fil au cinéma ? Monsieur le procureur, le grand alibi de Roland Mogg était ce coup de fil qu'il est censé avoir reçu au cinéma le 17 mai à 21h30. Comment est-ce qu'il a monté son coup pour effectivement recevoir ce coup de fil ? Vous le savez aujourd'hui ? Il a déclenché un réveil automatique, l'horloge parlante. Pour se faire appeler. Pour se faire appeler. Et dès la première sonnerie qu'il savait intervenir à l'heure donnée, il a fait semblant de parler à Carole, alors qu'il avait en réalité, au bout du fil, le répondeur automatique. Et il a convaincu tout son entourage que c'était bien Carole qui avait appelé à ce moment-là.
absolument. D'où les témoignages. D'où les témoignages qui sont allés dans son sens. Vous y croyez, vous, à cette version accidentelle, un peu? Non. Lorsqu'on commet un accident, on prévient les secours. On peut paniquer aussi. On peut paniquer, on peut se confier à autrui pour essayer d'apporter une aide quelconque. Il n'a fait rien de cela. 1 mois et demi après, la juge d'instruction organise une reconstitution dans les caves du cinéma. Mogg se prête au jeu, mais très vite sa version des faits paraît douteuse. Les escaliers étaient très très raides, extrêmement dangereux, extrêmement périlleux. Et vous voyez quelqu'un qui va accoucher, sa préoccupation sera de descendre dans des conditions périlleuses dans le sous-sol pour aller mesurer une armoire qui pourrait servir d'armoire de rangement pour les effets du bébé. Ça ne tenait absolument pas la route. Dans la cave, Roland Mogg rejoue la scène de l'accident. Selon lui, Carole se trouvait à 1 mètre du revolver quand le coup de feu est parti. Pour évaluer le bruit, les gendarmes placent des témoins dans la salle de cinéma, en pleine projection, et tirent. Évidemment, nous avons tout entendu. Chacune des personnes qui se trouvaient là a pu identifier le nombre de coups qui avaient été tirés. Même ceux qui se trouvaient près de l'écran, le sol tremblait. Il était absolument impossible qu'il ait pu tirer sans que personne ne se soit rendu compte de rien. C'était pas possible. Ce qui prouverait que Carole n'a pas été tuée cet après-midi-là, en pleine séance, comme Mogg le prétend. Ou alors que Carole n'est pas morte dans ce sous-sol. Mais Mogg ne se démonte pas. Il indique l'endroit où Carole serait tombée et mime à nouveau tous ses gestes. Les experts ne trouvent aucune tache de sang, aucune trace de matière humaine sur le sol. Et s'en étonnent. La mare de sang devrait être repérable sur le béton. Et tout à coup, on voit Roland Mogg dire « Si, regardez là !» Alors les regards, évidemment, se fixent sur une tache microscopique. Microscopique. Il dit « C'est là !» Effectivement, il y a quelque chose qui s'avérera plus tard être du sang et manifestement de Carole. Une tache de sang minuscule qui aurait pu tout aussi bien tomber lors du transport du corps. Car la présence de mousse expansive semble certifier que le cadavre a bien séjourné là. À la sortie du cinéma, les avocats bataillent déjà sur la fiabilité des aveux de Mogg. Je crois pouvoir dire que les explications de mon client ne sont pas incompatibles avec les constatations qui ont été effectuées aujourd'hui sur les lieux. Franchement, je me demande comment, aujourd'hui, on peut croire à cette thèse de l'accident de la part de quelqu'un qui n'a cessé de mentir et qui a continué aujourd'hui. Parce qu'en fait, les constatations aujourd'hui me laissent à penser, quant à moi, que rien ne prouve que Carole ait trouvé la mort dans ce cinéma Star. La reconstitution se poursuit à 20 km de Strasbourg, sur le plan d'eau de Plopsheim. C'est là que Mogg affirme avoir jeté le revolver. Sur ces indications, les plongeurs fouillent, sans résultat. Mais là encore, la juge est persuadée que Mogg raconte des histoires. Ses avocats tentent de le raisonner. J'ai fait part à Roland Mogg du souci que j'avais de pouvoir, si possible, retrouver cette arme. Il est évident que si l'arme avait une sensibilité, notamment au niveau de la queue de détente, telle qu'un tir accidentel était possible, il était important de retrouver cette arme. Les avocats de Mogg ont été convaincants. Ils n'avaient pas jeté l'arme dans un étang, ils l'avaient cachée. Et 5 jours plus tard, les mêmes avocats viennent la livrer à la juge d'instruction, en espérant que les expertises vont soutenir la thèse de l'accident. Hélas pour Mogg, les expertises révèlent que son 357 Magnum est en parfait état de marche. La balle n'a pas pu partir sans qu'il appuie, franchement, sur la détente. Par ailleurs, le coup n'a pas été tiré à 1 mètre, mais à bout portant, à moins de 5 cm du crâne de Carole.
ça ne peut pas être un accident. Les experts ont aussi des doutes sur le lieu du crime. Les larves de mouches retrouvées sur les restes de Carole laissent à penser que le cadavre n'a pas toujours séjourné à la cave et qu'il y a eu plusieurs manipulations. Avec les ossements, les légistes ont d'ailleurs découvert un cône d'épicéa et une branche de sorbier. Pas vraiment la flore d'une cave. La juge d'instruction ne croit pas à la version accidentelle de Mogg. En septembre 2000, 4 mois après la reconstitution, elle convoque à nouveau le projectionniste. Et elle lui lit les conclusions des expertises. Acculé, Mogg finit par avouer qu'il a tué Carole, volontairement. Cet après-midi-là, une dispute a éclaté à la cave. Carole lui aurait reproché son manque d'engagement, ses absences répétées. Le ton serait monté. À ce moment-là, Carole lui aurait dit que, dans ces conditions, cet enfant, non seulement elle l'aurait seule, puisqu'il n'avait pas été capable de se libérer pour l'accouchement, mais qu'elle l'élèverait seule. Et elle a tourné les talons. Et là, dans un geste, mais qui sera certainement incapable d'expliquer, Roland s'est saisi de cette arme qui stockait à cet endroit-là, et il a effacé le problème. Il a refusé de voir cette réalité qui le renvoyait à ses propres insuffisances, à son incapacité de s'investir dans une vie familiale, amoureuse, classique. Mogg ne change rien d'autre à ses aveux. Il répète que c'est bien au Star qu'il a tué Carole et caché son cadavre. S'il n'y a pas de sang, dit-il, c'est peut-être parce qu'il a bien nettoyé. Et pour les débris végétaux, il a aussi une explication. Pour lui, ce cône d'épicéa pouvait provenir de la couverture qu'il avait utilisée, du fait que, ma foi, il y avait eu un sapin de Noël décoré au Cinéma Star. Le lieu du crime est important. Mogg a-t-il tué Carole sans préméditation, parce qu'il avait une arme sous la main, dans la cave? Ou l'a-t-il au contraire exécuté froidement, ailleurs, dans une forêt, par exemple, avec préméditation? J'avoue que j'ai pensé à une préméditation, c'est vrai. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas. Il a continué à vivre sa vie avec son amie qu'il voyait déjeuner avec elle 3 fois par semaine, avec laquelle il continuait toujours à avoir des relations. Carole le gênait, elle le gênait. Mais la juge d'instruction n'a aucune preuve formelle de cette préméditation. Docteur Brunner, vous êtes expert psychiatre. Vous avez vu Roland Mogg 2 fois. Quel est son profil psychologique selon vous? Bon, ce qui apparaissait lors du premier examen, au-delà de l'aspect comme ça très plaqué du discours, c'était 2 choses. La première, c'était qu'il tenait à distance, de façon très importante, tout ce qui avait trait aux aspects affectifs de ses relations, au profit de considérations matérielles. Et donc ça concernait aussi bien ses parents que ses enfants et que les compagnes qu'il avait eues. C'est-à-dire qu'il était incapable de dire « je les aimais, j'étais attaché à eux », non. Tout se passait comme s'il avait tenu tout ce monde-là à distance de lui. De son affect. Et de sa personne. Et notamment, ce qui frappait lors du premier examen, c'était par rapport à Carole Prin. Tout au long de la grossesse de Carole, il avait tenu celle-ci à distance de son existence dans tous les domaines. Ce qui apparaissait aussi, c'est qu'il avait eu 2 filles dont il ne voulait pas. Puisqu'il disait qu'à chaque fois, il avait été mis devant le fait accompli. Il avait quitté leur mère à 2 reprises, aussitôt après les accouchements, la première fois transitoirement, la deuxième fois définitivement, et puis il les avait pas reconnus.
Mais alors, qu'est-ce que ça dit, cette froideur, ce refus d'aimer, cette manière de regarder les choses de manière extrêmement froide, quoi? D'emblée, ça posait la question de savoir quelle était sa capacité à être père, et en particulier, est-ce qu'il voulait de l'enfant que portait Carole Prin? Et la réponse est non. La réponse, à mon avis, est non. Si on se résumait, pourquoi il l'a tué, Mogg? Il n'y a que des hypothèses. La mienne, c'est que la venue de cet enfant-là dérangeait son existence, dérangeait sa façon de compartimenter sa vie de façon étanche, et que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas tolérer, pas surmonter, pas accepter. Voilà, et ça c'est une hypothèse, mais celui qui sait, c'est Roland Mogg. Au fond, il ne vous a pas livré le mobile de son crime? Non, c'est mon avis et moi. Il n'a pas livré à qui que ce soit le mobile. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à Strasbourg, le 27 novembre 2001, 6 ans et demi après la mort de Carole. Il doit durer 9 jours. Plus de 70 témoins et experts sont appelés à la barre. Roland Mogg se présente devant les jurés, amaigri, le visage triste. Le costume d'assassin paraît trop grand pour lui. Physiquement, il fait froid, mais il n'impressionne pas vraiment les gens, quoi. Vous voyez, c'est pas le tueur, quoi. Vous voyez pas, c'est pas un professionnel du crime, quoi. C'est vrai qu'on comprend mal comment ce type, qui était indépendant, qui avait vécu une grande partie de sa vie seul, qui avait eu déjà des enfants, a tué cette femme. Pourquoi il l'a pas laissé vivre avec son enfant, quoi? La cour se donne 9 jours pour comprendre son geste. Lorsque Mogg prend la parole, il ne change pas de version. Des sanglots dans la voix, il explique qu'il a tué Carole parce qu'elle menaçait de le quitter. On est dans l'archétype du crime passionnel où la passion, ce qui nous rapproche le plus de la folie, prend le pas sur la raison. La phrase que j'ai en mémoire, c'est Maître Vial, j'ai pas eu peur du trop-plein, j'ai eu peur du vide. Pour sa défense, ses avocats s'appuient sur le témoignage d'un psychologue qui vient expliquer aux jurés que Roland est incapable de mener une vie amoureuse normale à cause de son lien avec son frère jumeau Danny. Il a, dans cet investissement fusionnel très fort avec son frère, il a trouvé une compensation affective suffisante qui ne l'a pas poussé qui ne lui a pas permis d'aller vers d'autres relations affectives. Je ne suis pas sûre qu'il puisse expliquer son geste. Il cherche des explications. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'elles sont de l'ordre de son inconscient. Le jumeau, Danny, vient défendre son frère avec beaucoup d'émotion. C'est lui qui a découvert le corps. C'est lui qui a dû dénoncer son double. Roland n'est pas un monstre, dit-il, mais un homme profondément gentil qui a dérapé. Je peux vous affirmer qu'il souffre. Je me souviens que lorsque je suis revenu le voir en maison d'arrêt, après la découverte du corps, c'était aussi pour chercher son pardon. À ce moment-là, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « c'est bien comme ça ». Je crois que Daniel était dans une position qu'on peut imaginer extrêmement douloureuse et il a apporté peut-être cette dimension d'humanité et de chaleur dans l'expression qui manquait à Roland dans sa propre expression. Mais pour l'avocat général et les avocats des parties civiles, Mogg joue la comédie. Il ne s'est soucié ni de la vie, ni de la mort de Carole. Je pense que c'était tellement plus commode pour lui, tellement plus facile de se débarrasser d'une maîtresse qui devenait encombrante. Alors, pas de pension alimentaire à payer pour l'enfant qui va naître, pas besoin de révéler aux autres maîtresses qu'il menait une double vie, voire une triple vie, que sais-je encore. Les avocats de la famille de Carole pensent que Mogg cache encore une partie de la vérité.
sur l'endroit notamment où il a tué Carole. Mais Mogg campe sur sa version. J'ai regretté qu'il ne s'explique pas plus. Parce que je suis sûre qu'il n'a pas dit la vérité. Et nous en sommes tous convaincus. Au terme du procès, l'avocat général requiert une lourde peine pour le meurtrier de Carole. 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté. C'est l'intime conviction des jurés qui doit maintenant trancher. Après 2 heures de délibéré, le verdict tombe le 3 décembre 2001. Mogg est condamné à 25 ans de prison, dont 15 ans de sûreté. Les jurés n'ont pas cru au crime passionnel, mais leur verdict est plus clément que les réquisitions. La Cour a voulu donner un double message, c'est sanctionner bien évidemment sévèrement le meurtre d'une femme enceinte le jour où elle allait donner la vie, mais en même temps, très clairement, faire preuve d'une certaine mansuétude et laisser une porte de sortie claire à Roland Mogg qui saura en bénéficier, j'en suis persuadé. Est-ce que ce procès, finalement, a apporté des réponses à toutes vos questions? Non. Qu'est-ce qui vous manque comme réponse? Il me manque le détail de la dernière journée de vie de Carole. Il n'a jamais rien dit. On ne sait toujours pas où il l'a tuée, comment ça s'est passé. Voilà, tout ça, on ne le sait pas.